Il est 13h sur Al-Oula. Bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la journée. Voici le sommaire. Nous irons d'abord à l'arrache où plus de 15 000 ménages bénéficient de l'action solidaire Ramadan 1447. L'opération pilotée par la fondation Mohamed V pour la solidarité a démarré depuis le centre urbain de la ville. Paris, à l'heure de son salon international de l'agriculture. Le Maroc y participe parmi une trentaine de pays étrangers. Érigé fièrement au cœur de la plus grande ferme de France, le pavillon du royaume a été inauguré hier. Une vitrine de choix pour les coopératives marocaines désireuses de s'exporter en Europe. Enfin, nous ferons escale à Oujda, ses murailles et ses remparts ceintures, une médina chargée d'histoire, un riche patrimoine architectural séculaire datant de l'époque des Mérinides, de véritables passerelles d'échange entre l'ancienne médina et le monde moderne. Bonjour, c'est une action solidaire devenue une tradition en ce mois béni. Lancée il y a 2 jours à Salé par Sa Majesté le Roi, l'opération nationale Ramadan 1447 se déploie à travers nos villes et provinces. À l'Arrache, par exemple, plus de 15 000 familles démunies en bénéficient cette année. Une main tendue qui vient alléger leurs charges financières et apporter un soutien précieux durant le mois sacré de Ramadan. Hamza Al-Khdar, Younes Laouni et Zakaria Moukimbillah. Dès les premières heures de la matinée, les bénéficiaires affluent vers ce centre de l'Arrache dédié à la distribution des aides alimentaires de l'opération Ramadan 1447. Un accueil fluide et des procédures simplifiées. Cette opération vise à apporter soutien et assistance aux populations les plus vulnérables durant le mois sacré. Les bénéficiaires reçoivent des paniers comprenant des produits alimentaires de première nécessité. Cette aide alimentaire nous est très utile durant le mois de Ramadan. Que Dieu glorifie Sa Majesté le Roi. Cette subvention arrive à point nommé. Cela nous réconforte beaucoup. Nous avions grand besoin de ces aides, surtout que nous avons dû quitter nos domiciles suite aux crues. Dans la province de l'Arrache, cette opération cible plus de 4 000 familles en milieu urbain et plus de 11 400 en milieu rural, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Supervisé par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, ce programme mobilise plusieurs partenaires institutionnels, dont les autorités locales et les différents services concernés. Cette aide est devenue une tradition consacrée d'année en année. Cela nous met du baume au cœur. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour cette belle initiative. Nous sommes très contents. L'opération Ramadan 1447 consacre les valeurs de solidarité, d'entraide et de cohésion sociale qui caractérisent la société marocaine durant le mois sacré. Elle consolide l'engagement en faveur des catégories vulnérables afin d'alléger leurs charges financières durant le mois de jeûne. Et c'est l'un des plus grands rendez-vous agricoles du monde. Le Salon international de l'agriculture s'est ouvert à Paris. Parmi les 30 pays participants, le pavillon du Maroc arbore fièrement les couleurs et les saveurs nationales. L'espace a été inauguré hier sous le thème Maroc, des siècles de saveurs. Une belle vitrine de la richesse et de la diversité de l'agriculture marocaine qui met à l'honneur des centaines de petits agriculteurs, majoritairement des femmes rurales. De quoi initier de nouveaux partenariats entre nos producteurs et le marché de l'Hexagone. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à Paris. Hasna Moussaoui, le récit est de Maria Ouad. Safran de Tialiwin, dattes, caroubier, légumineuses ou encore huile d'olive. Au Salon international de l'agriculture de Paris, le Maroc met en avant la richesse de ses produits du terroir, offrant ainsi aux visiteurs un véritable voyage sensoriel à travers les saveurs du pays. Cette présence illustre le rayonnement du Maroc et la valorisation de son savoir-faire agricole, notamment à travers une forte participation des coopératives féminines, qui détient un rôle essentiel dans la promotion des produits du terroir et dans le dynamisme des communautés rurales.
Nous sommes une coopérative qui fabrique les couscous, et les légumineuses et aussi les graines. Alors on fait le sèchement aussi des fruits et les légumes. Nous sommes là pour présenter le raisin sec d'Oukadi. Notre première présentation à l'ECEP, Salon international d'agriculture de Paris. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cet événement prestigieux qui me permet de montrer mon savoir-faire en tant que femme productrice d'huile d'olive. Et je suis très honorée de pouvoir représenter l'excellence marocaine et de contribuer un tant soit peu à faire rayonner le Maroc ici en France. Le Royaume prend part pour la 13e année consécutive au Salon international de l'agriculture de Paris. Nous sommes fiers de la forte participation de nos coopératives agricoles et des efforts de ces femmes et de ces hommes qui œuvrent à la valorisation de nos produits du terroir. Cette année, le pavillon marocain compte 30 regroupements de producteurs, 46 coopératives qui rassemblent plus de 740 agriculteurs, dont 60% de femmes. Car dans les villages du Maroc, chaque récolte raconte une histoire de tradition et de patience, comme ce petit producteur de capres qui continue de cultiver en famille et selon des méthodes ancestrales transmises de génération en génération, ce condiment très prisé dans l'alimentation. Je suis très honorée de représenter le petit village de Ebda, non loin de la ville de Safi, et ses petits producteurs locaux de capres. Là-bas, l'amour de la terre et de l'agriculture se transmet de père en fils, et c'est de cette manière que chacun reprend le flambeau familial. Nous commençons à cultiver le capre dès le mois de mai jusqu'en septembre. Riche de la diversité de ses produits et de l'engagement de ses producteurs, la présence remarquée du Maroc met en lumière la valeur de son agriculture, mais aussi un attachement profond à la terre marocaine. L'agriculture fait d'ailleurs l'objet d'une feuille de route ambitieuse entre Rabat et Paris. Gestion de l'eau, lutte contre les changements climatiques, autant de segments qui font l'objet de partenariats renforcés. En marge de cette grand-messe agricole, écoutons cette déclaration de la ministre française de l'Agriculture. Depuis la visite du président de la République au Maroc en 2024, nous avons renouvelé des partenariats qui sont extrêmement importants dans le monde entre nos deux agricultures, entre nos deux pays et nos deux agricultures, qu'il s'agisse de la gestion de l'eau, qui, dans le cadre du réchauffement climatique et du dérèglement climatique, doit être affrontée par les régions du Sud et les pays du Sud. Et le Maroc, comme la France, connaissent des épisodes violents en la matière. Donc nous avons beaucoup à partager sur la façon de gérer l'eau, et notamment l'eau agricole. Nous avons des partenariats très importants en matière d'enseignement et de recherche qui sont très fructueux. Nos échanges commerciaux sont nombreux et nous entendons l'un et l'autre les développer, qu'il s'agisse de production végétale ou de production animale. Direction Genève, où se tient la 61e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le Maroc y participe par une délégation conduite par le délégué interministériel aux droits de l'homme, Mohamed El Habib Belkouch. La séance d'ouverture a été marquée par l'allocution du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé la montée en puissance de la loi du plus fort, qui se traduit par une attaque de grande envergure partout dans le monde contre les droits humains et qui est portée notamment par l'intelligence artificielle. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, qui, rappelons-le, quittera ses fonctions à la fin de l'année après 10 ans à la tête de l'ONU, a également dénoncé une explosion des besoins humanitaires tandis que les financements chutent. Aux Pays-Bas, l'actualité politique marquée par l'investiture du nouveau gouvernement dirigé par le centriste Rob Jetten. Le gouvernement néerlandais a prêté serment ce matin.
Le nouveau Premier ministre, 38 ans, est le plus jeune Premier ministre du pays. Il a remporté en octobre une victoire surprise aux élections législatives en faisant remonter en flèche son parti et abattre de justesse le parti d'extrême droite. Aux États-Unis, une énorme tempête de neige met New York à l'arrêt. Les déplacements y sont interdits et les établissements scolaires fermés. Jusqu'à 70 cm de neige sont attendus dans les heures à venir avec des rafales de vent glaciales atteignant les 80 km/h. Plus de 40 millions de personnes du nord-est américain se préparent donc à cette perturbation qui a déjà provoqué des milliers d'annulations de vols et d'importantes coupures de courant dans tout le nord-est du pays. 7 États ont déclaré l'état d'urgence avec des interdictions de circulation en vigueur depuis dimanche après-midi. En Europe de l'Est, Moscou poursuit ses frappes quotidiennes sur l'Ukraine. Aujourd'hui, 3 personnes ont trouvé la mort dans des frappes russes sur les régions de Zaporijia et d'Odessa. 3 autres personnes ont été blessées dans la région d'Odessa. De nouvelles attaques qui interviennent au lendemain d'une série d'explosions d'ampleur retenties la nuit précédente à Kiev, la capitale ukrainienne visée par 50 missiles et des centaines de drones. Des attaques qui ont eu lieu alors que le conflit entre deux mains dans sa 5e année. Retour chez nous et parlons football. La Coupe d'Afrique des Nations féminines arrive à grands pas et la pression monte déjà d'un cran pour l'équipe nationale de féminine A qui a démarré aujourd'hui son stage de préparation au complexe Mohamed VI de football à Marmora. À quelques semaines du coup d'envoi de la compétition, le sélectionneur Jorge Vilda a convoqué un groupe élargi de 32 joueuses. Un stage sous haute intensité pour les Lionnes, finalistes des 2 dernières éditions, et aspirent à aller chercher le titre devant leur public. Ils sont témoins d'une histoire millénaire. Les remparts de la Médina d'Oujda se dressent comme les gardiens d'un passé glorieux. Majestueux, les célèbres remparts dominent le paysage, offrant une immersion dans le cœur historique d'Oujda, ses demeures, ses mosquées et ses souks. Visite guidée dans ce reportage de Rachid Latabi, Nordine Loubani, Jihad Livri sur un récit d'Iman Abdou. Si vous passez par Oujda, impossible de manquer ces célèbres remparts. Massifs, silencieux, un brin mystérieux. Ils encerclent la Médina comme un vieux gardien qui aurait vu passer les siècles, les batailles et les marchands de tapis. Et ces remparts sont au nombre de 4. Bab Sidi Abdelouhab, Bab el-Gharbi, Bab el-Khmis et Bab Oulad Imran. Le seul rempart qui a survécu à l'usure du temps, c'est Bab el-Gharbi, qui tire son appellation des échanges commerciaux de l'époque entre Oujda et l'ouest du pays. Cheikh Ma'al-Aini n'avait pour habitude d'envoyer des livres à la grande mosquée d'Oujda, et ce depuis Smara, à quelques mètres de Bab el-Gharbi. C'est là qu'il y a eu d'ailleurs le premier établissement scolaire de l'enseignement moderne. C'est l'école sidizienne qui a ouvert ses portes le 1er octobre 1907. Certaines de ces portes existent encore aujourd'hui, comme Bab Sidi Abdelouhab, la plus connue, et qui fut nommée jadis Bab Sidi Yahya, en référence à la route qui traverse la porte conduisant à l'oasis Sidi Yahya. Sidi Abdelouhab Souba'i al-Wajdi min akbar ulama al-asr al-marini. Sidi Abdelouhab al-Souba'i al-Wajdi était l'un des plus grands érudits du temps des Mérinides. Partant de la porte Sidi Abdelouhab, il y avait des échanges commerciaux entre Oujda et toutes les autres régions à proximité. Il y a aussi la dimension religieuse. Les prières rogatoires étaient menées à l'ancien Msalla à Sidi Yahya. Le cortège des fidèles faisait le départ depuis la porte Sidi Abdelouhab. Et ce n'est pas tout. Les festivités les plus réputées de la ville s'organisaient à Bab Sidi Abdelouhab. Un cortège de brillants étudiants traversait la porte en direction de l'oasis.
Les recherches et fouilles menées au début du XXe siècle ont montré que Bab Sidi Abdel Wahab et Bab el-Gharbi sont d'une grande portée historique. Leur architecture était même un modèle des plus inspirants. D'ailleurs, une porte similaire à Bab Sidi Abdel Wahab existe à Tunis, appelée Bab el-Jazira. Un bout d'histoire à ciel ouvert qui nous rappelle les fastes d'antan, d'une ville qui était un carrefour stratégique de négoce, de défense et de savoir. Et voilà, c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite le Télédiario, votre journal en espagnol. Il vous sera présenté par Mariam Mohamed.